Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Alors, ce retour de week-end prolongé, où visiblement beaucoup de monde a pris le temps de profiter de ces longs ponts du mois de mai et du beau temps, on retrouve nos débatteurs fidèles au poste et on les salue, à commencer par Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Un grand bonjour depuis l'Occitanie ensoleillée ce matin. Non. Je ne crois pas. Ah si. Déjà qu'on a raflé tout ce qui était raflable hier soir, c'était magnifique. Bravo, c'était beau, hein. TFC, Stade Toulousain, carton plein, comme on dit. Voilà, et on en oublie d'autres parce qu'il y a eu d'autres résultats. Évidemment, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, va nous rejoindre dans un instant également. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise autour de cette table et on va parler justement des entreprises et de ces investissements étrangers qui sont annoncés aujourd'hui. C'est Fabrice Hakoun que l'on attend, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les lumières aux éditions de l'Archipel. Geneviève Götzinger, présidente et chef d'entreprise, évidemment, de l'agence Image. Bonjour. Communicante, bonjour Geneviève. Et puis, un novice en politique et on est intéressé par son agenda d'aujourd'hui. C'est Mathieu Vallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat RN pour les élections européennes et ancien commissaire de police. Un changement radical de vie pour vous. Ça se passe bien, cette campagne marathon, par rapport à votre ancien métier? Nos regrets? Écoutez, ça fait un mois et demi, j'étais très bien accueilli par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bon, il ne faut pas dire le contraire de toute façon là aujourd'hui. Surtout que je le pense, c'est pour ça que je les ai rejoints, parce que c'est des gens sincères qui aiment profondément les gens, et puis entre les meetings, les rencontres sur le terrain, les foires, les médias, et puis les policiers, les gendarmes que je n'oublie pas, et même les pompiers que je rencontre encore régulièrement, l'agenda est chargé, mais c'est pour la bonne cause, comme je le dis habituellement. Alors, on va parler tous ensemble dans un instant de ces investissements records, 15 milliards d'euros qui vont être annoncés aujourd'hui avec Versailles comme décor des investissements étrangers. C'est le Choose France, le grand rendez-vous des investisseurs autour du chef de l'État. 15 milliards, ça va de l'avion électrique en passant, il y a tous les secteurs en fait de l'industrie qui sont aujourd'hui concernés. Est-ce que c'est bon pour le moral? Est-ce que finalement, cocorico, la France est attractive? Faut-il effectivement dresser les lauriers de cette politique d'investissement qui se fait aujourd'hui au sein de la France et donc au cœur de l'Union européenne? On va également évoquer la loi sur la fin de vie. Vous le savez, aujourd'hui, la commission spéciale de l'Assemblée nationale va commencer l'examen du projet de loi. C'est un texte d'équilibre, dit le gouvernement, avec un texte qui sera défendu par Catherine Vautrin, qui ouvre aussi le droit donc à une aide à mourir dans des conditions très strictes, des débats sensibles qui vont donc s'ouvrir aujourd'hui. Sur la notion de famille aussi, il y a une question, c'est le congé de naissance qui a été proposé par le chef de l'État. Est-ce que c'est une bonne façon de relancer la natalité? Et puis enfin, si on arrive à avoir le temps de tout ça, est-ce que vous souhaitez un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? C'est ce qui agite aujourd'hui le landerneau politique et on va voir ça avec nos débatteurs dans un instant, tous les quatre. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule avec vous, Benjamin. Vous avez regardé votre télévision samedi soir sur France 2, visiblement. Absolument, c'est à mon tour de jouer au réac ce matin, selon les sons de cloche. J'ai regardé effectivement l'Eurovision et je peux vous assurer que ça faisait des années que j'avais pas regardé l'Eurovision. J'étais resté sur le souvenir d'un programme familial. Je me souviens même, étant enfant, m'amuser à reconnaître les drapeaux lorsque les pays apparaissaient avec le nombre de points. C'était folklorique, alors que je n'ai pas une passion effrénée pour les tenues traditionnelles, mais quoi qu'il en soit, c'était sympa et les nations étaient fières de se présenter aux autres. Je trouvais le concept plutôt intéressant et fédérateur. Et puis samedi soir, je suis tombé des nues quand j'ai vu la chanteuse irlandaise vanter le satanisme, quand j'ai vu le chanteur finlandais courir nu. Disons les choses clairement, avec habillé uniquement d'un t-shirt. Lorsque j'ai vu le chanteur anglais finalement se prêter à des suggestions plus que graveleuses et grossières, vulgaires. Bref, j'ai trouvé en fait finalement une certaine décadence à ce concours. Une étoile filante dans ce concours, Slimane quand même, exceptionnel, une voix magnifique. Mais voilà, donc mon coup de cœur, c'est Slimane, mais mon coup de gueule, c'est surtout qu'est devenu l'Eurovision. Quelle vitrine on donne finalement à la planète entière en faisant des démonstrations communautaristes. Je n'ai rien contre la cause homosexuelle, je n'ai rien contre la cause des trans, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Mais
Est-ce que c'est le rôle de l'Eurovision de servir de vitrine ainsi et puis en plus une Eurovision qui n'a servi qu'à flatter les antisémites de service. Donc j'étais vraiment un gros coup de gueule contre cette émission. Alors coup de gueule de Benjamin Cauchy, mais record d'audience pour France Télévisions, et y compris dans les tranches extrêmement recherchées, ce qu'on appelle la tranche des ménagères. On en parlait tout à l'heure avec Gilles Gansman. Alors Benjamin, on fait une pause parce que l'info de 11h arrive, et si vous le souhaitez, on va y revenir dans un instant. On vous remettra également un petit extrait de Nemo. Je sais que vous allez adorer. Le vainqueur de l'Eurovision, le candidat suisse, qui a eu un accueil triomphal d'ailleurs quand il est rentré chez lui. On s'arrête un court instant, les infos, les courses, et on se retrouve avec nos débatteurs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et nous sommes au complet en compagnie de Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Fabrice Hakoun, chef d'entreprise également, auteur de Rallumons les Lumières aux éditions de l'Archipel. Bonjour Fabrice. Bonjour. Mathieu Vallée, qui est candidat RN aux Européennes, ancien commissaire de police, et avec nous également Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. On en était au coup de cœur et au coup de gueule. On entendait on va dire la déception de Benjamin Cauchy sur les prestations à l'Eurovision samedi soir. En tous les cas, les candidatures qui sont proposées par les chaînes de télévision des États qui concourent à l'Eurovision, évidemment. Donc, un coup de griffe, j'allais dire, de Benjamin pour ça. Mais vous, Fabrice, vous aviez un coup de cœur pour un film au cinéma. Ouais, tout à fait. Et tout le monde est du même avis. Enfin, tout le monde dit la même chose que vous. J'ai adoré, j'y suis allé. Donc, c'est un petit quelque chose en plus. D'Artus. Et alors, je sais pas par quoi commencer. D'abord, il ne tombe jamais dans le pathos, en fait. C'est-à-dire que voilà, on voit. C'est avec des, alors on va le dire, c'est avec des acteurs trisomiques, etc. Absolument, handicapés, voilà, avec d'abord un spectre très large, et puis un spectre très large de handicap, de gens en situation de handicap, autistes. Vous avez effectivement trisomiques, etc. Donc, ils tombent pas dans le pathos. Vous voyez, c'est un film où les acteurs jouent vraiment leur rôle. Donc déjà, le film est super sur tous les plans, et surtout ce qui est important, alors là c'est un espèce de coup de cœur mais aussi coup de gueule, c'est que Artus s'est plaint parce qu'ils vont monter les marches du Festival de Cannes et aucun des grands créateurs qui d'habitude habillent les acteurs n'a voulu habiller ces acteurs-là. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. À l'heure où on parle en permanence de RSE, ils disent qu'ils n'ont pas de quota, qu'ils ont dépassé leur quota de vêtements à prêter. Enfin, vous imaginez des grandes marques qui parlent d'avoir dépassé leur quota de vêtements à prêter. Et là, j'ai trouvé ça absolument incroyable, parce qu'on nous rebat les oreilles en permanence avec la RSE. Incroyable. Toutes les entreprises viennent et nous expliquent qu'elles font des choses formidables pour l'inclusion. On les voit sur LinkedIn s'exprimer de tous les côtés. Puis là, tout d'un coup, quand il y a quelque chose de formidable à faire, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils ont probablement dépassé leur quota de communication autour de la RSE. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant et ça me démontre bien le décalage qu'il y a entre la réalité de ce que vivent aujourd'hui les gens qui sont en situation de handicap et la manière dont ils sont perçus, la manière dont c'est instrumentalisé parfois par le monde de l'entreprise. C'est un peu comme la journée des droits des femmes dont on avait parlé à une époque, on en avait bien parlé aussi. Ouais, exactement, c'était bien chamaillé là-dessus. Donc c'est pareil, mais bon, je reste quand même sur le coup de cœur pour ce film extraordinaire qui est extrêmement touchant, avec un Clovis Cornillac et un Artus absolument géniaux, et puis tous ces acteurs qui sont formidables de naturel en fait. Et du bouche à oreille, c'est un démarrage fulgurant pour ce film qui cartonne. Et c'est pas étonnant parce que... Quelqu'un l'a vu autour de la table encore, Benjamin? Pas encore. Génial. Bon voilà, il y a encore touchant. Il y a encore de la marge, mais ça fait du bien. Exactement. Ce genre de Parce que en fait, il y a un décalage de plus en plus grand entre ce qu'on appelle le monde réel que nous vivons tous, et puis le monde que certaines élites vivent, et là on revient dans le monde réel en fait, et ça c'est génial. Donc foncez voir comme Fabrice Hakoun, donc le petit truc en plus qui est signé Artus, qui est au cinéma, qui est un film visiblement formidable. Les critiques sont et le public est au rendez-vous, donc ça veut dire qu'il se passe aussi quelque chose du côté de ce film-là. Geneviève, un coup de cœur ce matin pour démarrer la semaine. Eh ben un coup de cœur pour Valéry Giscard d'Estaing. Ça fait 50 ans qu'il était élu à l'Élysée, et ce soir ses anciens jeunes partisans se rassemblent sur l'esplanade Valéry Giscard d'Estaing
pour mettre en valeur, en exergue un certain nombre de réformes. Non, vous pouvez sourire, mais je vais pas pleurer. Avant Giscard, on votait pas. Avant Giscard, on votait pas à 18 ans. Mais j'ai pas dit le contraire. On n'était pas majeur avant 18 ans. Il était très très moderne. En fait, celui qui l'a massacré. Je vais finir mon coup de cœur après vous. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Laissez Geneviève terminer. Donc avant Giscard, quand on voulait avorter, malheureusement, on se retrouvait voilà. Avant Giscard, la contraception n'était pas gratuite. Avant Giscard, quand on voulait divorcer, il fallait inventer une faute à son conjoint ou à sa conjointe. Avec Giscard, divorce par consentement mutuel. Avant Giscard, le viol n'était pas considéré comme un crime. C'est lui qui a criminalisé le viol. Avant Giscard, il n'y avait pas de statut de l'enfant adopté. Il n'y avait pas d'allocation de parents isolés. Il n'y avait pas de minimum vieillesse. Il n'y avait pas de statut du conjoint. La condition pénitentiaire, on pourrait en parler. Quand on était détenu, on n'était pas seulement détenu, on était traité comme un chien dans nos prisons. Avant Giscard, le handicap en entreprise ne faisait pas l'objet de mesures particulières. Avant Giscard, il n'y avait pas de contrat emploi-formation. Avant Giscard, il n'y avait pas de collège unique. Il n'y avait pas de système monétaire européen. Il n'y avait pas d'élection du Parlement européen au suffrage universel. Il n'y avait pas de Conseil européen. Il n'y avait pas de TGV. Il n'y avait pas de conservatoire du littoral. Enfin bref, je pense que c'est le président de la République le plus réformiste que ce pays ait jamais connu et que donc il faut lui rendre hommage à l'occasion de ce 50e anniversaire de son élection. Et qu'est-ce qui fait qu'il a, en tous les cas, on n'a pas cette mémoire en fait de toutes les réalisations qu'on lui doit. Pourquoi on n'a pas cette mémoire ? Est-ce que c'est son image un peu serrée, guindée, un peu décalée finalement ? Je ne sais pas si on garde cette image en mémoire. On garde surtout en mémoire la trahison dont il a été l'objet en 1981 de la part de Jacques Chirac, Charles Pasqua, qui ont clairement appelé à voter contre lui et pour François Mitterrand. Voilà ce qu'on garde. Mais c'est important, ce 50e anniversaire, justement, de se souvenir à quel point, sous son septennat, son unique septennat, la France a profondément changé. Et à quel point un certain nombre de réformes qu'il a initiées, qu'il a menées, qu'il voulait, parce que vous parlez de son image, il y avait sans doute un décalage d'abord entre la famille politique dont il venait, le milieu social dont il venait, et cette envie de réforme, cet engagement européen très fervent qui était le sien. Et qui était déjà en plus un précurseur aussi dans la communication populaire avec ses émissions de télévision. Oui, il allait chez les Français. Il allait chez les Français. Vous n'avez pas cité les télécoms, il a été quand même le grand réformateur des télécoms. On était très en retard, pourtant un pays très innovant comme la France, très en retard sur les télécoms. Donc il a été un grand réformateur sur ce plan-là. Après, vous citez quelques réformes qui sont un peu plus douteuses, comme effectivement le collège unique. Il y a eu aussi un certain nombre de sujets autour du regroupement familial, etc., où on lui prête des réformes qui ne sont pas totalement aujourd'hui, qui ont des conséquences en tout cas plutôt difficiles à assumer, mais c'est vrai que ça a été un homme remarquable qui a surtout subi la trahison en fait. Je veux dire, Chirac, on doit à Chirac d'ailleurs la plupart des grandes trahisons, mais bon, on va pas, c'est pas le sujet. Voilà, c'est Mathieu Vallée, et après je voudrais savoir aussi Benjamin ce qui retient des jeux. Je suis très admiratif de Lynn Renaud, qui a été l'une des pionnières dans la lutte contre le sida, à l'époque où ils étaient vus comme des pestiférés, où on mourait rapidement lorsqu'on était diagnostiqué porteur de cette maladie. Elle expliquait, lorsqu'elle fêtait son anniversaire sur France 2 il y a quelques temps, que ça avait été le président le moins sympa, le plus hautain et le plus méprisant. Et venant de Lynn Renaud, je pense qu'on peut pas la taxer d'anti-présidentialisme ou d'anti-personne. Et j'ai tendance à l'écouter, à la croire, parce que quand je vous dis ça, je vois avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce qu'on en a souvent parlé, ils sont populaires parce qu'ils aiment les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre République, c'était, à mon avis, des traits de Jacques Chirac, quand il tapait le cul des vaches ou quand il disait que les pommes, c'était la vie lors de la campagne de 95, entre autres. Je pense que, en fait, c'est important que les gens sentent qu'on les aime réellement, qu'on se préoccupe de leurs problèmes et qu'on apporte des solutions concrètes, et on l'évoquera juste après, à mon avis, sur mon coup de gueule. Mais c'est important aussi. Et je pense que c'est ce que les gens aujourd'hui attendent, et c'est ce qu'ils reprochent à Emmanuel Macron, sa condescendance, ces petites phrases assassines, comme il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, comme dans une gare on côtoie ceux qui sont rien et ceux qui réussissent, quand il dit aussi que Florian, le policier qui a tué Naël, par rapport à un refus d'obtempérer, c'était inexplicable, inexcusable, en bafouant sa présomption d'innocence, tout ça, ça compte. Voilà. Bon, Lynn Renaud étant très proche de Jacques Chirac, effectivement, elle pouvait sans doute pas dire autre chose.
Voilà. Oui, c'est une grande dame. Et je connais très peu d'artistes courageuses à l'époque, alors que c'était peut-être pas à la mode, comme diraient certains, et qu'aujourd'hui tous les artistes réunis sur ce site d'action qui est l'une des premières causes mortelles dans le monde. Je trouve que c'est une dame admirable dans son engagement. Oui, mais elle parlait. On est parti de Valéry Giscard d'Estaing, on en a Lynn Renault, Benjamin, l'héritage de VGE, en tous les cas, il doit se. Il faut lui redonner. Toujours je pense que il y a du bon et du moins bon, peut-être, en fonction de sa sensibilité politique. Oui, mais il y a beaucoup de réformes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont restées. On va enlever ça. Il y a deux choses que je voudrais retenir. Ce qui est intéressant lorsque l'on célèbre le cinquantenaire finalement de l'élection du président Giscard d'Estaing, c'est aussi se rappeler que la Ve République, eh bien malgré tout ce que nous vivons, résiste et tient le coup. Moi, c'est aussi ça que je vois. Si on se prend encore un petit peu plus de hauteur et que l'histoire de France, eh bien effectivement, est longue et traversée d'embûches. Voilà ce que je vais retenir. Je retiens aussi de Valéry Giscard d'Estaing, au-delà de toutes les réformes, le regroupement familial. Je crois que ce jour-là, il aurait mieux fait de se retenir. Si c'est vraiment pour moi l'erreur qu'il a faite, il a su quand même transformer la société française. On peut lui reconnaître cette action politique. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le dernier président. Vous parliez que c'était un président qui rentrait dans l'ère de la communication. C'est peut-être le dernier président avoir eu une légitimité par l'action et non pas par la communication qu'il mettait autour de ces événements. Après, avec Mitterrand, Chirac, nous sommes partis dans une ère de communication politique beaucoup plus importante. Et peut-être que Valéry Giscard d'Estaing, on peut lui reconnaître le prestige de la fonction présidentielle. Lui, en tout cas, il l'incarnait. Voilà. Et avec quelle réforme, pour finir pour les femmes, il y a eu quand même beaucoup de réformes exactement. On peut être sympathique et pas faire grand-chose. Voilà. Et de quelle réforme de Jacques Chirac se souvient-on aujourd'hui ? En quoi Jacques Chirac a-t-il marqué la société française ? Moi, de Jacques Chirac, je regarde le discours du Veldiv. Voilà. À part ça, rien. Et notre maison brûle, peut-être, éventuellement. Notre maison brûle. 1996. Bon, c'est un débat qu'on va refermer tout de suite. On va faire une petite pause de publicité, si vous le voulez bien, une pause sur Sud Radio. Et on se retrouve en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Hakoun, Benjamin Cauchy pour débattre de ces sujets d'actualité de ce lundi 13 mai. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et nous sommes toujours en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Hakoun, Benjamin Cauchy. Je me tourne vers vous, Mathieu Vallée, pour votre coup de gueule, coup de griffe, ce matin, parce que c'est le tour de table. C'est au sujet des pompiers volontaires. Oui, on est sur les élections européennes et puis beaucoup de partis, dont celui du président de la République, se plaignent qu'on ne parle pas des sujets européens. Moi, je vous ai ramené un document qui est le statut des sapeurs-pompiers volontaires en France. Vous savez qu'on a 252 000 pompiers, tout confondus en France, qui sauvent ou qui périssent, c'est leur devise. Et en fait, on a 79% de ces effectifs qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, ça veut dire des gens qui, en plus de leur travail, s'engagent pour protéger et sauver la nation. L'Europe, par une directive de 2003, veut faire de ces volontaires, de ces courageux bénévoles, des travailleurs à part entière, qui font qu'ils ne pourront plus cumuler leur travail et cet engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Et Emmanuel Macron, depuis 2018, s'était engagé à ce qu'il y ait une directive spéciale qui permet de protéger ce statut, non seulement en France, mais aussi en Europe. Quand vous avez les sociétés nationales de sauveteurs en mer, la Croix-Rouge, quand vous avez les réservistes de la police, de la gendarmerie, de l'armée, toutes ces personnes sont soumises à ce statut. Et il l'a promis, il ne l'a pas fait. Il y a eu des déclarations de bonne intention devant le Congrès des sapeurs-pompiers. Il y a eu des déclarations lors de la présidence française de l'Union européenne. Mais ça n'a toujours pas abouti en 6 ans et même en 5 ans de mandature européenne où Valérie Hayé était déjà dans le groupe Renaissance. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a pris 2 engagements lorsque Jordan Bardella a rencontré les sapeurs-pompiers de France il y a 15 jours. On leur a dit qu'on pousserait pour une directive, c'est ça, qui protégera ce volontariat. Et on ira même plus loin, on fera un Erasmus européen des pompiers. Parce que vous savez que par les feux d'été, par les inondations dans le Pas-de-Calais, par exemple, en début d'année, ou par les grandes catastrophes naturelles et les sinistres que connaît désormais notre nation, et même l'Europe, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, pour évoquer que ces pays-là qui ont été soumis à des incendies extrêmes, il faut qu'on puisse partager notre compétence, notre savoir-faire, notre doctrine. Ça veut dire quoi un Erasmus des pompiers ? Les pompiers pourront aller d'un pays européen à l'autre pour partager leur doctrine. Pas du tout, ça n'existe pas l'Erasmus européen des pompiers. Vous avez Rescue E, c'est un système de mécanisme de solidarité européenne pour partager les bombardiers, les Canadair, les hélicoptères. Il y a des colonnes de pompiers de chez nous qui partent en Espagne. Bien sûr, mais vous savez que moi on a parlé avec les sapeurs-pompiers de France, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et dans cet ouvrage que je vous invite à lire, qui est public sur leur site, qui est très intéressant, d'une 50aine de pages, ils expliquent que par exemple sur les matériels, les équipements, les doctrines d'intervention, c'est pas du tout les mêmes, et que cet Erasmus permettrait
partager le savoir-faire français au niveau de l'Europe, mais réciproquement également, et puis de partager les compétences et, d'une certaine manière, l'état d'esprit pompier et de la protection civile en Europe. Ils sont même partis au Canada l'été dernier pour sauver des grands incendies en intervention. Et ici, il y a des échanges d'études. Enfin, ça existe déjà. Sauf erreur de ma part. C'est une erreur de votre part. Je ne veux pas vous mettre dans des obligeances dans votre émission, mais vous voyez, créer un Erasmus de la sécurité. Oui, non, mais créer un Erasmus pour faire la protection civile, mais des échanges entre les pays européens existent déjà. C'est des échanges ponctuels dans les bonnes volontés des uns et des autres. Nous, on veut institutionnaliser ça comme ça marche pour les étudiants classiques qui permettent de parfaire leurs compétences, leur expérience dans des pays étrangers qui ont pas forcément des Pourquoi cette directive européenne aujourd'hui impose des horaires bien définis? C'est quoi l'idée de départ? En fait, l'idée de départ, c'est qu'il y a un cadre d'horaire maximal qui est 12 heures, prévu par l'Europe, par ce qu'on appelle la DETT, la Directive Européenne du Temps de Travail, en 2003, saisie par un travailleur qui estimait être lésé dans le cadre de son activité, qui était pas reconnu en tant que tel. Sauf que aujourd'hui, être pompier volontaire, c'est en plus de son travail, s'engager pour la nation. Être réserviste dans la police et la gendarmerie, c'est en plus d'être boulanger, en plus d'être salarié, en plus d'être chef d'entreprise, de pouvoir faire des contrôles routiers, de pouvoir participer avec des policiers titulaires à des interventions, à des gendarmes, à la lutte contre la délinquance. Les sociétés nationales de sauveteurs en mer, ces gens qui sur nos côtes sauvent les bateaux et les personnes qui sont en train de périr, c'est que des volontaires. Donc si demain vous n'avez pas un statut qui les protège, on mettra la clé sous la porte. Si vous voulez, cette directive que nous appelons de nos voeux, ça sera le vaccin qui permettra de protéger le statut de la protection civile européenne. Et ça veut dire qu'il faut les rendre professionnels, il faut qu'ils fassent que ça. C'est ça que vous proposez, vous? Non, pas du tout. J'ai pas été clair. Non, au contraire, vous avez. Mais ils sont déjà protégés. Je comprends pas la différence. Parce que cette directive. En fait, c'est des volumes horaires qu'on leur interdit aujourd'hui par le directeur européen. Un exemple. Dans le Var, par exemple, où il y a plus de 89% des pompiers qui sont volontaires, lorsque un salarié finit sa journée et qu'il a fait plus de 12 heures, si son beeper sonne parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a un secours à personne à faire, il ne pourra pas y aller parce qu'il ne respecte pas les temps de travail imposés par cette directive européenne. En même temps, après 12 heures de boulot, aller sauver des gens pendant des heures, c'est peut-être compliqué. C'est un engagement citoyen. Quand vous avez des astreintes, quand vous avez des permanences, quand vous avez un engagement volontaire des sapeurs-pompiers, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire fonctionner notre protection civile. Mais je vais aller plus loin. Quand vous avez des feux de forêt, les feux de forêt, ils commencent pas à 8h, ils terminent pas à 18h. Vous avez des gens qui font des heures et des heures. Pour tous les métiers de corps, c'est pareil. Dans les sociétés nationales de sauveteurs en mer, on a besoin sur des horaires qui sont pas ceux par forcément des bureaux, de pouvoir sauver les gens et les bateaux en mer. Alors, Benjamin, vous voulez intervenir? Benjamin. Oui, juste un complément par rapport à l'information de Mathieu Vallée sur cette directive. Effectivement, ça fait depuis 2003 qu'on entend parler, la volonté pour la Commission européenne finalement de faire disparaître soit d'un côté le bénévolat dans des associations, ou là pour le coup de supprimer le statut de volontaire. Et l'incidence qu'elle peut avoir, c'est en termes de conséquences juridiques, c'est de requalifier finalement la passion et l'engagement de sapeur-pompier volontaire comme un travail. Et donc du coup, question des cotisations sociales va se poser derrière pour les collectivités qui recrutent ces sapeurs-pompiers volontaires. Donc derrière, il y a tout le modèle économique des sapeurs-pompiers qui peuvent être mis en jeu. Donc je veux dire, ça a des incidences bien plus graves que celles d'un volume horaire à respecter. Oui, avec aussi des questions, comme vous dites Benjamin, des questions de cotisation. En Allemagne, ils sont 1 300 000 volontaires en Allemagne, parce que l'Allemagne s'exonère cette directive sans même avoir l'aval de la Commission. Depuis 2003, on s'en exonère aussi, nous, pour l'instant. Non, parce qu'on a des jurisprudences administratives, c'est-à-dire des gens qui saisissent ces tribunaux qui vont dans ce sens-là, mais on peut pas être tributaire de l'insécurité juridique pour protéger notre modèle de protection civile. Il faut qu'il y ait une directive qui protège ceux qui nous sauvent au quotidien. Allez, on va s'intéresser maintenant au premier sujet ce matin. On va parler donc de ces 15 milliards d'euros, puisqu'on a plein de chefs d'entreprise autour de cette table pour pouvoir essayer de décortiquer ces annonces qui vont être faites aujourd'hui. C'est Choose France, ça se passe à Versailles. 15 milliards d'euros d'investissement, ça va de l'avion électrique aux batteries, en passant même par de l'hydrogène. On va chercher de l'hydrogène, bref, des investisseurs. C'est un record de ces annonces. Cocorico. Alors je vais commencer avec Fabrice, on fera la pause et après je entendrai Geneviève. Le chef d'entreprise que vous êtes, un peu que sont félicités. Alors c'est pas en tant que chef d'entreprise que je vais parler, mais en tant qu'ancien membre du Conseil stratégique pour l'attractivité, qui se réunissait autour de François Hollande et qui est devenu Choose France en fait. Donc j'ai fait partie de cette commission pendant 2 ans, 2013-2014.
Il y a une réalité économique derrière ça, mais il faut pousser un peu plus loin. En fait, si vous voulez, c'est la vie quotidienne des affaires. C'est-à-dire que la France est un pays qui reste quand même malgré tout un pays attractif et qui attire très régulièrement des investissements. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel à tout ça. Il y a juste un effet d'annonce qui arrive juste avant les élections européennes et qui est destiné effectivement à montrer à quel point l'action du gouvernement est formidable sur ce plan-là. Mais j'ai eu exactement la même réaction en 2014. J'étais à Bercy à l'époque. On assistait à l'intervention d'Arnaud Montebourg sur le sujet, où il se gaussait de dire qu'à tel point il y avait des investissements étrangers en France, et on s'apercevait qu'en fait c'était quand même beaucoup moins qu'en Allemagne, par exemple. Donc c'était en valeur absolue c'était intéressant, mais en valeur relative c'était pas tant que ça. Et puis après il faut voir quel pourcentage des investissements nationaux ça représente, parce que ça aussi c'est un élément qui nous intéresse. Est-ce que c'est un très gros pourcentage, un petit pourcentage? Donc ça pose plein de questions. Donc je pense qu'il faut creuser. En fait, annoncer comme ça paraît formidable. Est-ce que c'est pas simplement business as usual, comme on dit dans nos métiers, c'est-à-dire c'est le business classique qu'on a tous les jours, hein, et nous on est tous les jours là-dedans. Moi je co-dirige un groupe qui est un groupe international, donc on investit à l'étranger, les gens de l'étranger qui investissent chez nous, c'est quelque chose de courant. Voilà, maintenant on a un effet d'annonce qu'il faut creuser. En fait, il faudrait regarder dans les chiffres pour savoir si précisément ça représente quelque chose d'exceptionnel ou si c'est juste une réalité courante qu'on nous fait passer comme quelque chose d'exceptionnel. Juste un exemple, la région Nouvelle-Aquitaine va bénéficier d'investissements qui viennent de l'Espagne, de Suède, d'Italie, de Suisse, de Belgique et d'Inde. Voilà ce qui est promis en tous les cas dans ces filières, dans différentes filières. Donc vous dites, le diable se cache dans les détails par rapport à toutes ces annonces. Fabrice, on va y revenir dans un instant avec vous quatre. On va faire une pause et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Sakoun et Benjamin Cauchy. On en était donc à ces annonces qui sont faites aujourd'hui. Choose France, donc ce rendez-vous à Versailles de l'investissement étranger en France avec 15 milliards d'euros annoncés. Et donc avec vous Fabrice, vous disiez c'est un effet d'annonce, c'est un effet de... Ça peut être un effet d'annonce, un peu creuser, comme quand Airbus exactement. regroupe toutes ces commandes pour les annoncer. Mais je dis un peu en connaissance de cause, ayant fait partie de l'ancêtre de Choose France, qui était le conseil stratégique pour l'attractivité. À l'époque, on n'utilisait pas les anglicismes. Mais quand même, est-ce que ça dit quelque chose quand même de l'attractivité de la France? C'est la question que se pose tout le monde. Geneviève. Quand même. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage entre le discours ambiant de sinistrose, véhiculé notamment par les extrêmes, les partis extrêmes dans notre pays, et la réalité de l'attractivité de la France qui demeure réelle, avec... une image quand même qu'a impulsé Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée, une image très pro-business, une image très pro-entreprise, avec une fiscalité des entreprises qui est intéressante. Donc bon, le diable est dans les détails, vous avez raison, il faut regarder la réalité de ces 56 projets, voir ceux qui déboucheront effectivement au-delà de l'effet d'annonce, dans la durée, dans le concret, mais... que la France est une image d'attractivité et au-delà de l'image qu'elle attire des entreprises, on ne peut que collectivement s'en féliciter. Mais bien sûr, on s'en félicite, sauf que ce que je dis, deux choses. La première, c'est combien ça va coûter en fonds publics et en subventions, parce que ça, c'est un élément quand même essentiel. Et la deuxième, c'est que c'est pas le fait du politique si la France est attractive. Faut juste que ça, c'est sûrement pas le fait du politique. C'est un territoire fantastique, c'est des entrepreneurs extraordinaires. Attendez, je suis désolé. Moi, j'ai dirigé un groupe indien. J'ai dirigé un groupe indien pendant 3 ans. J'ai dirigé la filiale française d'un groupe indien pendant 3 ans, un grand groupe mondial d'origine indienne. Je peux vous dire que ce groupe a fini par se sauver du fait de l'insécurité juridique et fiscale permanente qui règne dans notre pays. D'accord Fabrice, mais là les chiffres, c'est pas le gouvernement qui les donne, c'est l'INSEE qui dit que la France, il n'y a jamais eu autant d'investissements. Mais je vous dis, c'est pas le fait du politique. Je ne dis pas le contraire, je trouve ça génial. Mais je dis que c'est pas le fait du politique. Je trouve que même le politique fait tout le contraire. Je dis simplement que c'est le fait des entrepreneurs, des travailleurs, du niveau de formation, d'un certain nombre de choses, mais pas du fait du politique. Alors, Mathieu Vallée, allez-y. Alors, je rappelle, vous êtes candidat aux européennes pour Jordan Bardella, donc vous avez un avis certainement à l'opposé de tout ça. C'est important de resituer. Moi, je suis dans le concret des territoires. Je sais que Choose France, c'est au château de Versailles que j'admire par l'histoire qu'il incarne. En tout cas, Emmanuel Macron, il se ferait bien d'aller à Saint-Avold. Mardi dernier, Jordan Bardella et Marine Le Pen tenaient un meeting à Saint-Avold. Et à côté, vous avez l'usine de Saint-Avold, qui est une usine à charbon qui a été rouverte par Emmanuel Macron en 2022 pour sauver le marché de l'électricité français parce qu'on manquait d'énergie. Et à Saint-Avold, vous avez plus de 500 emplois qui sont concernés. Emmanuel Macron a fait la promesse de passer d'une centrale à charbon à un site biomasse. Ça n'a toujours pas été fait. Les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est
c'est la France qui ne se plaint pas, c'est la France silencieuse qui attend que ces promesses soient réalisées. Je rappelle qu'à côté, Hayange ou à Gondange sont des sites où tous les candidats, que ce soit François Hollande ou que ce soit Emmanuel Macron, avaient promis de les sauver. On connaît le résultat aujourd'hui avec la désindustrialisation qui en est la conséquence. Donc c'est bien d'être à Versailles, mais c'est bien aussi d'aller voir les territoires dans lesquels il a fait les promesses et qui sont pas tenues. Vous avez d'ailleurs des salariés qui ont érigé une tombe sur les promesses qui avaient été faites à l'époque. Mais est-ce que vous vous félicitez qu'il y ait 15 milliards d'euros d'investis dans notre pays par rapport à ces choses-là? Mais moi, je me félicite toujours qu'on investit. Mais si vous voulez, moi, je vous donne un autre exemple. L'arnaque du plan de relance qui concerne nos entreprises. On va reverser 67 milliards à l'Europe alors qu'on va toucher 1 milliard pour lutter contre les délocalisations et 34 milliards pour la compétitivité des entreprises. Le compte y est pas. Quand on paye plus qu'on ne reçoit, il n'y a pas d'avantage. Ça, c'est aussi un point important. Vous avez aussi, effectivement, on peut en parler des chiffres, pour un investissement étranger, en France, vous avez 33 emplois qui est créé. En Allemagne, c'est 58 et en Espagne, c'est 329 emplois. Donc, on a encore des marges de progression. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise tout va bien, madame la marquise. Moi, vous savez, madame, je suis pas dans la sinistrose ou dans la France bassine. On peut pas me reprocher ça. Moi, ma mère vient de l'Espagne. La France m'a tout donné et je défends mon pays. Et je pense que je suis dans le parti aujourd'hui qui défend le mieux le patriotisme économique. Je termine juste sur ça. À Bruxelles, Emmanuel Macron, pourquoi il veut pas changer les règles du marché européen unique? C'est-à-dire que comme les États-Unis et la Chine, ils priorisent le Made in France dans les marchés publics, par exemple, ce que ne veut pas faire Emmanuel Macron et encore moins la Commission européenne qui se substitue au peuple et qui n'est pas élue d'ailleurs par les peuples. Ça serait un point important. Vous savez qu'aux États-Unis ou en Chine, vous avez dans les marchés publics une priorité donnée à la fabrication nationale. Vous allez même plus loin, les aides sont conditionnées, que ce soit les pays amis ou les pays eux-mêmes, à ce que ça soit fait entièrement et produit entièrement sur le terrain national. Mais ça, c'est du concret, par exemple. Nous, les agriculteurs, on les a pas oubliés. En Europe, pour défendre le Made in France, parce qu'on a des éleveurs bovins, porcins et toutes les filières qu'on connaît qui sont d'excellence et qu'on met pas ça en avant, et ben demain dans les cantines et dans les marchés publics, on aimerait bien qu'on mange d'abord français avant de faire importer par des traités de libre-échange qui ont explosé durant 5 ans au Parlement européen par la majorité d'Emmanuel Macron, de pouvoir prioriser nos agriculteurs. Voilà. Là, c'est du concret. Oui. Moi, je ne parle pas de Versailles et des milliards. Je rappelle que vous êtes en campagne, donc c'est aussi c'est intéressant. C'est de défendre des idées. La démocratie, c'est ça. Je rappelle aussi que vous êtes en campagne, donc forcément tout est comme c'est un. Non mais vous n'êtes pas là en analyste, vous êtes là en militant. Donc voilà, c'est bien que vous restituiez les choses. Je viens de la société civile, madame. Avant, j'étais pas politique. Si je m'engage dans un parti, c'est que j'estime qu'il est le mieux à même de répondre aux problèmes du pays. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est Benjamin, chef d'entreprise. Quand on annonce comme ça 15 milliards, il y a forcément des annonces. Je le disais, par exemple, voilà, je vous lisais les propositions on va dire d'installation de groupes de pointe finalement, par exemple sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y en a plein d'autres, 56 projets comme ça qui sont annoncés. Ça donne du business aussi par ricochet à plein de gens, quand même. Bien sûr, et là, faut quand même pas l'oublier. Je sais pas. Oui, de façon objective, 15 milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie française. Je ne connais personne qui peut aujourd'hui cracher sur ces investissements de façon pragmatique au regard de la situation économique de notre pays. Je rappelle quand même que nous avons 3100 milliards de dettes, que nous avons des dépenses publiques exsangues et qu'il va falloir faire rentrer des cotisations sociales à défaut de faire rentrer plus de fiscalité. Parce que l'attractivité, effectivement, elle est belle quand on regarde les 15 milliards. Je suis allé chercher, Christine, un indice d'attractivité des territoires 2024 qui est pondu tous les ans par les conseillers du commerce extérieur, donc qui sont une antenne gouvernementale, et on regarde un petit peu quels sont les critères finalement qui jouent sur l'attractivité ou non du territoire. Et malheureusement, entre 2024 et 2023, c'est la sûreté des personnes où l'indice de confiance perd 12%. D'accord. Le coût de la main-d'œuvre, on est moins attractif de 3%. Sur les charges administratives, la France est moins intéressante de moins 1,3%. Ah oui. La qualité de la main-d'œuvre par rapport à l'année dernière. Par rapport à une année, c'est N-1, ok. Voilà, par rapport à N-1, donc l'attractivité, l'indice de l'attractivité. Donc il y a des signaux d'alerte, quoi. C'est ce que vous dites, Benjamin. Et l'ensemble de ces items sont à la baisse entre 2023 et 2024, notamment sur la qualité de la main d'œuvre. Donc je tiens à préciser que c'est réalisé par les chambres extérieures, donc ça veut dire que c'est la perception des étrangers sur les choix d'investissement dans notre pays. Donc je trouve que
félicitons-nous de ces 15 milliards d'euros. En revanche, regardons cette perception qu'ont les étrangers, et je crois que ça matche quand même pas mal avec les revendications que portent tous les entrepreneurs, les petits, les auto-entrepreneurs comme les grands groupes, qui est celui de moins de fiscalité et moins de charges, et de maintenir une qualité dans le niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, parce que même les étrangers sont en train de se rendre compte que le niveau baisse en France. Donc voilà les points d'alerte quand même sur cette belle nouvelle que sont les 15 milliards. Ouais. Geneviève, rajouter un commentaire supplémentaire à propos justement de l'éducation. Je vous invite à regarder effectivement les universités qui sont au bord de l'asphyxie financière, puisqu'effectivement dans les coupes budgétaires qui ont été décidées pour relever, donc c'est les universités qui payent, enfin tous les cas qui seront le plus impactés par les ristournes. L'heure tourne, mesdames, messieurs, donc on va s'intéresser au deuxième sujet d'aujourd'hui. C'est le début de l'examen en commission du texte du projet de loi sur la fin de vie, un texte que le gouvernement qualifie de texte équilibré. Mathieu Vallée, alors c'est un sujet sensible, ça touche au cœur de la vie des familles et de chacun. C'est chacun face on va dire à sa décision, à la décision finale, mais cette notion, ce débat qui va être porté à l'Assemblée nationale avec la possibilité de donner un droit à mourir avec des règles strictes pour encadrer tout ça. Vous, Mathieu, quelle est votre position en dehors de tout schéma? Parce qu'on sait que les différents groupes politiques auxquels vous appartenez maintenant ont dit chacun est libre de conscience là-dessus. Non mais moi je trouve que la loi Leonetti, qui organisait déjà la fin de vie avec les soins palliatifs, était déjà une grande avancée. Mais dans la réalité, puisqu'on parlait tout à l'heure de Choose France avec l'arrêté des territoires, c'est que dans chaque département, vous n'avez même pas la possibilité donnée aux personnes en fin de vie d'avoir accès à ces soins palliatifs par manque de personnel, par manque de moyens, par manque de lits, par manque de volonté politique. Et c'est déjà un premier pas et une avancée énorme de pouvoir permettre à ces gens de mourir dans la dignité. Moi, ce que je veux pas, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté, parce que c'est quand même aujourd'hui des notions qui sont pas celles dans notre histoire et dans notre civilisation que d'être sur ces sujets-là. Maintenant, je vais vous dire, quand vous avez une personne qui souffre, quand vous avez une personne atteinte de maladie dont elle sait qu'elle va mourir, c'est une décision qui pour moi est individuelle, qui doit se concerter avec la famille, avec l'équipe médicale et le médecin. Et c'est pour ça que moi, je vous dis à titre personnel, je suis très attaché, comme pour toutes les personnes qui ont des infections longue durée en France, qu'on puisse pouvoir avoir des équipes médicales fidélisées, un médecin qu'on connaît bien, qui a la confiance de la famille, qui a la confiance du patient et qui donne la certitude aux personnes, quel qu'elle soit leur lieu d'habitation et quel que soit leur lieu de résidence, de pouvoir accéder à ces soins palliatifs, parce qu'on voit que là où il y a des soins palliatifs, des équipes médicales fidélisées en nombre, en formation et en appui, on a des accompagnements de vie qui se passent très bien. Mais malheureusement aujourd'hui, la réalité de nos hôpitaux, c'est un peu comme pour la filière psychiatrique. On n'a absolument pas une volonté politique qui est mise dessus, entre les fermetures de lits des urgences, des maternités, de la psychiatrie et maintenant des soins palliatifs. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Vous l'avez dit, avec 3100 milliards de dettes, malheureusement, au-delà des universités, vous avez tous les pans entiers d'administration qui tiennent la colonne République de la colonne vertébrale de la République, qui sont aujourd'hui en train de pâtir de ces coupes budgétaires. Ouais, je crois que la loi Leonetti, effectivement, permet déjà beaucoup de choses, et que en réalité elle permettait déjà quand quelqu'un souffrait trop, et voilà, en accord avec la famille, que les médecins ne s'acharnent plus et à un moment très tranquillement laissent la personne partir. Donc ça existait déjà. Alors cette loi, oui, c'est un cas de conscience, de toute façon, pour chaque député, chaque sénateur, au moment où il va mettre son bulletin dans l'urne. C'est forcément une loi qui, enfin, les choix sont individuels, et évidemment, chaque groupe va laisser la liberté de choix aux élus, et c'est complètement normal. La question que ça pose, moi je pense de manière très humaine quand même, c'est celle de la collégialité de la décision, et de qui va accomplir l'acte final. Qui va l'accomplir? Est-ce que, effectivement, la loi prévoit, enfin dans ce qui est en discussion, que ce soit éventuellement la personne concernée, bon, encore faut-il qu'elle soit en état de le faire elle-même, un professionnel de santé, bon, ou sans ça un volontaire désigné par la personne concernée. Je préfère ne pas me mettre à la place du volontaire désigné. Je pense que au moment de faire son deuil d'un être cher, savoir qu'il aura lui accompli cet acte ultime, ça peut être, je ne sais pas si on mesure parfaitement ce que ça peut signifier sur le plan psychologique ensuite pour la suite de sa vie personnelle. Voilà.
C'est des sujets difficiles. Fabrice, sur ce projet de loi qui arrive donc... Je crois que tout a été dit autour de la table et je salue le recul, la hauteur de vue, y compris quand on est militant politique. Je salue la hauteur de vue et le recul par rapport à ce sujet-là, dont je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir un avis aussi tranché. Par moment, on entend des gens qui vous disent « je suis absolument contre pour tel raison, je suis absolument pour ». C'est tellement personnel et il faut tellement avoir été plongé là-dedans pour comprendre réellement que je ne vois pas comment on peut avoir un avis au-delà des avis liés à l'éthique, etc. Très honnêtement, tout a été dit là, tout a été dit. Moi, je suis très touché par les propos qui ont été tenus sur le plateau parce que ils montrent à quel point le sujet est profond et difficile en fait. Oui, Benjamin, pour terminer le tour de table. Oui, pour conclure sur ce sujet, je crois que effectivement la hauteur de vue qui a été prononcée résume tout. Moi, j'aurais aimé, si je dois pointer juste un point de gêne sur ce sujet, afin de le dépassionner au mieux, ça aurait pu être pertinent de le décaler après les élections européennes, pour éviter qu'il y ait, comment dirais-je, des passions exacerbées qui viennent être instrumentalisées et où viennent instrumentaliser ce sujet épineux et délicat au travers des élections. Donc voilà, c'est le seul point de bémol que je mettrais à ce sujet. Et enfin, dernier point, j'aurais aimé qu'on s'attelle encore plus durant ces mandats de Macron à travailler sur la dépendance avant de parler de l'euthanasie. Voilà. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio et on va s'intéresser, puisqu'on a un représentant du Rassemblement national qui est en campagne. Faut-il que votre présidente, Madame Marine Le Pen, débatte avec Emmanuel Macron? C'est le débat qui agite la classe politique et médiatique aujourd'hui. On va se poser la question tous ensemble dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Benjamin Cauchy, Fabrice Hakoun, Mathieu Vallée, Geneviève Götzinger, on évoque maintenant cette idée qui agite le landerneau politico-médiatique, à savoir le souhait qu'aurait émis, selon la presse, selon la Tribune Dimanche, c'est des informations donc qui sont sorties hier dans les colonnes de la Tribune Dimanche, une tentation chez Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen avant le scrutin du 9 juin, Marine Le Pen qui n'aurait pas dit non, en tous les cas qui se laisserait également tenter. Alors évidemment tout ça n'est absolument pas confirmé ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est des supputations. Comme nous avons Mathieu Vallée avec nous, candidat RN pour les européennes, est-ce que vous avez plus d'informations, Mathieu, sur cette possible tête-à-tête médiatique entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Marine Le Pen a répondu hier à l'agence France Presse sur ce sujet-là. D'abord, je vais vous dire que Valérie Hayé, avec des amis comme Emmanuel Macron et Gabriel Attal, n'a pas besoin d'ennemis. Parce qu'elle est tête de liste aux élections européennes, mais Gabriel Attal va débattre le jeudi 23 mai avec Jordan Bardella, parce qu'il estime sûrement que le débat qu'a eu Valérie Hayé sur BFM TV avec Jordan Bardella était désastreux. Vous avez maintenant Emmanuel Macron qui veut être tête de liste aux européennes, puisqu'il veut lui-même descendre dans l'arène en débattant avec Marine Le Pen. Je trouve que pour une tête de liste aux européennes du parti de la majorité, c'est désastreux. C'est un désaveu cinglant de la Macronie vis-à-vis de sa tête de liste. Et en plus, j'ajoute que ça fait des mois qu'on est suranné par le parti présidentiel et par Emmanuel Macron qui dit oui, le Rassemblement national nationalise l'élection, c'est pas un troisième tour d'élection présidentielle, des élections législatives. Bon, en tout cas, en faisant ce genre de propositions, en tout cas la presse en relatant ce genre d'idées ou de propos prétendus tenus par le chef de l'État, démontre que finalement c'est toujours le en même temps quoi. C'est que quand il avait l'impression qu'il gagnerait les élections, c'était Valérie Hayé qui y allait, parce qu'elle a bien voulu le faire parce que tout le monde a déserté, donc elle a au moins le courage d'avoir été au front sur ce sujet-là. Ou soit quand il voit que c'est la panique totale liée au sondage, il va aller lui-même parce qu'il estime qu'il fera mieux que tout le monde. Donc moi c'est pas trop la confiance que j'ai comme définition. Je termine juste sur ça. Marine Le Pen fait confiance à Jordan Bardella. C'est Jordan Bardella qui fait les débats. C'est Jordan Bardella qui va débattre avec Gabriel Attal, avec Valérie Hayé, qui a débattu avec Raphaël Glucksmann, qui a débattu et qui le fera encore sur une autre chaîne le 21 mai avec tous les candidats. Donc je vous dis, moi les élections européennes, on me dit que c'est pas des élections nationales, et puis quand ça les arrange, c'est des élections nationales et pas des élections européennes. Marine Le Pen, elle est prête à le faire s'il le faut après les élections européennes et vraisemblablement à la rentrée. Et ce qui serait bien de savoir, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron va faire pour le pays pendant les 3 années à venir. L'année dernière, il a fracturé, divisé le pays sur la réforme des retraites. Cette année, il fracture le pays sur l'immigration qui est pas contrôlée, avec tous les faits d'insécurité qui s'enchaînent et dont le gouvernement est malheureusement le spectateur impuissant. Donc tout ça, c'est des sujets concrets. Benjamin, cette idée qui circule, qui sans doute ne verra pas le jour, mais au moins ça a alimenté
les conversations du dimanche en retour de week-end prolongé. Allons-y. Oui, c'est ça. C'est si Toulouse FM ne fonctionnait pas bien dans la voiture pour aller au stade Ernest Vallon, on a pu en parler 2 minutes. C'est un peu l'idée. Je fais exprès de dire ça parce qu'honnêtement, c'est une information microcosmique. C'est-à-dire que ça n'intéresse que le microcosme. En revanche, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Emmanuel Macron est aux abois, parce que pour aller sortir l'artillerie lourde, Gabriel Attal, puis lui-même rejouer le 3e tour finalement de l'élection présidentielle de 2022, ça veut bien dire qu'effectivement les européennes sont à mi-terme aujourd'hui. C'est clairement ça. Emmanuel Macron serait prêt à mouiller la chemise, à faire un grand débat avec Marine Le Pen. Je crois que les Français s'en moquent complètement. Il est trop tard. C'est pas à 1 mois des élections européennes que Emmanuel Macron va pouvoir ripolliner cette année de catastrophe politique. Donc je crois que ça ne sert à rien, et je pense que pour moi ça serait une erreur que Marine Le Pen rentre comme ça dans cette élection européenne. C'est effectivement Bardella qui tient la tête de liste. On a déjà du mal, et on reproche parfois à Madame Hassan de prendre la lumière à la place de Manon Aubry chez LFI. Bon, là j'ai envie de dire, il y a une tête de liste, c'est à lui de faire le job. Donc voilà, tout simplement. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est un débat juste après le 9 juin. Comme M. Bardella dit qu'il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale s'il arrive en tête, impatient de voir un débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, je vous demande de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout le monde l'attend, celle-là. Ah, et directeur des programmes d'une chaîne de télé, ça sera donc effectivement la grosse bataille des audiences autour de tout ça. On continue le tour de table. Geneviève, est-ce que cette éventualité est totalement... Je ne comprends pas le sens pour le président de la République de débattre avec une présidente d'un parti politique. Enfin, pour moi, c'est juste une idée absolument hallucinante. C'est la promouvoir à égalité dans la fonction, quelque part dans une forme de parallélisme de fonction. Donc ça me semble tout à fait stupide. Voilà, c'est une élection européenne. L'idée me semble stupide. Après, d'ailleurs, tous les deux ont beaucoup à y perdre. Lui, parce que de toute façon, aujourd'hui, son discours n'imprime pas. On a vu le discours de la Sorbonne, ça n'a rien changé, ça n'a pas fait bouger les intentions de vote d'un iota. Donc, une mobilisation supplémentaire d'Emmanuel Macron sur l'Europe, je suis pas certaine que ça entraîne des voix pour Valérie Léyer. Voilà. Et du côté de Marine Le Pen, je suis pas certaine non plus que ce soit qu'elle a intérêt non plus à débattre avec Emmanuel Macron, parce qu'elle est pas très bonne en débat face à Emmanuel Macron. On l'a vu déjà à plusieurs reprises. Donc, pour l'un comme pour l'autre, je ne vois pas l'intérêt. Ça me semble juste une idée idiote, en fait. Voilà, ça c'est dit. Fabrice. Ça serait intéressant de savoir d'où est née l'idée. Est-ce que c'est les médias en mal d'audience qui ont envie de faire un super débat? En tout cas, sur le fond, effectivement, il faut que ce soit après de toute façon. Mais après, ça peut avoir un intérêt qui est celui d'opposer 2 visions de la société qui sont fondamentalement différentes, avec désormais un président qui est au pouvoir depuis plus de 7 ans. Et donc là, ça va être intéressant parce que c'était facile pour lui, jeune candidat, fringant, aucun bilan, sortant de nulle part, vis-à-vis de Marine Le Pen il y a quelques années, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre-temps, elle a quand même réussi à obtenir 80 députés à l'Assemblée nationale, 88 malgré un mode de scrutin qui l'en interdisait. Majoritaire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a pris de l'ampleur, c'est une évidence, c'est une réalité. Elle a un poids dans le paysage politique aujourd'hui, face à un président qui, lui, maintenant, a été à l'exercice du pouvoir et donc ne peut plus, excusez-moi l'expression un peu triviale, se la raconter comme il a pu le faire à une époque. Donc là, les échanges peuvent être un peu rééquilibrés. Ça peut être intéressant, mais en tout cas après l'élection, parce que sinon ça parasite complètement. Oui, l'idée, ça serait avant. Enfin, ce qui est prévu, c'est avant. Donc, non, mais avant, ça n'a pas de sens. On constate quand même que le signal que les Français ont donné en juin 2022 aux législatives avec ces 88 députés, c'est que par exemple, toutes les propositions qu'on fait depuis des années, la suppression du droit des sols à Mayotte, bon, que nous on veut sur tout le territoire national, parce qu'on estime que Mayotte, c'est pas un laboratoire, c'est un département à part entière de la France. Que tout ce qui est la fin d'excuses de minorité, que Gabriel Attal recevra Jordan Bardella jeudi à Matignon pour l'évoquer, que ça soit sur la délinquance des mineurs, la suppression des allocations, l'expulsion des logements sociaux des
délinquants multirécidivistes. On voit bien que c'est toutes des dispositions qu'on proposait depuis des années et qui aujourd'hui sont reprises. Et je vais même plus loin pour terminer. Quand vous regardez la composition du gouvernement Attal, il y a beaucoup de gens qui sont des anciens de l'UMP ou des Républicains, donc tendance de droite, qui aujourd'hui copient le programme du Rassemblement national sans pour autant intégrer nos rangs. Donc on voit quand même qu'on est en train de gagner le débat des idées par des propositions qui aboutissent et par des sélections, si j'ose dire, dans l'équipe gouvernementale, qui sont un peu celles des idées qu'on défend depuis un certain moment. Sans parler des Républicains qui sont pour un référendum sur l'immigration alors qu'ils étaient contre lors de la présidentielle, sans parler de tous ces sujets où finalement on a été faire de lance. Marine Le Pen, le pouvoir d'achat, c'est ce qu'elle a mis en premier dans le débat de la présidentielle en 2022. Là, vous nous parlez de sujets franco-français alors que les électeurs vont devoir s'exprimer sur un projet européen. C'est pour ça qu'elle dit que c'est Jordan Bardella qui doit tenir les débats et la corde sur ce sujet des élections européennes. En plus, Jordan Bardella a été 5 ans député européen en 2019. Et puis vous savez, je veux juste terminer sur ça, vous l'avez pas évoqué quand vous parlez de moi. Citez-moi une autre liste où il y a autant de personnes issues de la société civile qui sont venues. On a Fabrice Légéry, on a Malika Sorel, on a votre humble serviteur, on a tous ces gens avec des parcours de métier, des parcours d'engagement au service de la République. Fabrice Légéry à Frontex, Malika Sorel en tant qu'ancien membre du Haut Conseil d'intégration et moi en tant que policier. Et je trouve qu'il y a aucune autre liste. On appelle ça des prises de guerre dans notre jargon. Non, moi j'appelle ça une chance donnée à la société civile de pouvoir peut-être parler un peu plus de terrain plutôt que le discours technocratique à Bruxelles qui nous pond des décisions qui ont ni queue ni tête dans le quotidien français. Il y a d'autres listes qui sont... donnez-moi un exemple. Il y a Grégory Allione pour la liste d'Emmanuel Macron. Le profil très société, c'est tout. Le profil très société civile de l'Assemblée nationale post-2017 a quand même montré ses limites. Donc la société civile dans la politique, moi j'en suis moyennement convaincu. Ensuite, je trouve que c'est quand même, avec le bilan que la France connaît, ça a donné des convictions. Je trouve que c'est quand même un petit peu osé de dire qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement de Gabriel Attal des gens qui sont proches de vos idées. Je pense pas que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, ils viennent de la droite. Ok, mais pas de l'extrême droite. Pardonnez-moi, Sébastien Lecornu. Moi, je suis de la droite républicaine. Vous définissez comme vous voulez, mais Sébastien Lecornu, Gérard Darmanin ou Bruno Le Maire n'ont jamais été proches des idées du Rassemblement national, à ma connaissance. À Mayotte, c'est pas une idée du Rassemblement national, madame. Non, mais c'est pas parce que vous prenez la suppression du droit du sol à Mayotte et qu'elle est reprise par Gérald Darmanin sur un point précis qu'il est proche du Rassemblement national. Il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Mais Valérie Hayé, quand elle prône le juste échange au lieu du libre échange, c'est pas une proposition non plus du Rassemblement national. Je peux faire tous les sujets. Sur la sécurité, c'est pareil. Donc il y a beaucoup d'idées qu'on porte. Pardon, c'est dans le cadre des élections européennes. Mayotte, c'est la France. Je rappelle que vous êtes en campagne, donc de toute façon, ça fait partie, ça sera décompté. Je pense que vos éditeurs ont bien compris. Oui, non, mais je le redis aussi, c'est important. Que le gouvernement de Gabriel Attal n'est pas un gouvernement avec des ministres proches du Rassemblement national. Allez, on est obligé de s'arrêter de parler parce que derrière, il y a l'info qui arrive avec derrière les programmes de Sud Radio. Merci à tous les quatre. Merci à vous, madame. Merci. Pour ce débat du reprise après un week-end prolongé lundi du 13 mai. On n'a pas eu le temps de parler du congé de naissance qui va sans doute faire jour, qui a été proposé également. On y reviendra demain, bien sûr, sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Dans un instant, André Berkoff jusqu'à 14h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.